Bonjour, aujourd'hui le CAE de l'Hérault vous présente l'architecte montpelliérain Edmond Lénart. La qualité de son œuvre et l'ampleur et la diversité de sa production auront marqué la première moitié du XXe siècle. Si vous êtes habitant ou si vous vous promenez à travers la ville de Montpellier, vous êtes très certainement passé devant un des édifices que nous lui devons. Au cours de la présentation, d'ailleurs, je vous donnerai quelques indices pour les identifier. Mais tout d'abord, faisons connaissance avec l'homme. Il est né à Montpellier en 1870, dans un immeuble situé au 7 de la rue Marceau, au sein d'une famille nombreuse, entourée de ses 6 frères et sœurs. Son père est médecin et il fait partie des notables de la société protestante montpelliéraine. Edmond Lénart se révèle brillant dans ses études et il obtient 2 baccalauréats, 1 de lettres et 1 de sciences. Dans un premier temps, il est tenté par des études de médecine, mais très vite, il s'oriente vers des études d'architecture. Il passe le concours de l'École des Beaux-Arts de Paris et il décroche la 3e place. À l'École des Beaux-Arts, Edmond Lénart suit les ateliers de 3 architectes renommés qui vont influencer ses choix esthétiques. Tout d'abord, il y a Honoré Daumet, qui est un passionné de culture antique. Nous avons aussi Charles Giraud, qui est un ancien élève de Daumet et qui s'inscrit dans la continuité d'un enseignement classique. Nous lui devons d'ailleurs la construction et la conception du Petit Palais pour l'exposition universelle de 1900. C'est un projet auquel Edmond Lénart participera d'ailleurs en tant qu'étudiant. Et enfin, le 3e atelier, celui de Pierre-Joseph Esquier, prend la suite de l'atelier de Daumet et il est également un brillant architecte, toujours imprégné de culture classique. En 1898, Edmond Lénart a 28 ans et passe son diplôme d'architecte. Son projet est une maison pour un architecte à Montpellier. Le programme prévoit une partie destinée à l'activité professionnelle et l'autre partie à l'activité familiale. Le parti architectural s'inspire des châteaux du XVIIIe et des hôtels particuliers de cette époque-là. Les ouvertures sont en plein cintre, les baies sont géminées et la tour belvédère accentue la verticalité de l'ensemble tout en rompant avec la symétrie puisqu'elle est légèrement décentrée. La combinaison de tous ces styles exprime sa culture éclectique. Ce qu'il faut retenir de ce premier projet, ce sont quelques éléments caractéristiques déjà qui vont se confirmer par la suite. Les toits débordants, les moulures, les décors, les frises et l'emploi de la pierre apparente. À 28 ans, son diplôme d'architecte en poche, Edmond Lénart décide de revenir s'installer à Montpellier. Pour anecdote, il se voit proposer un poste d'enseignant à l'École des Beaux-Arts. Mais très rapidement, l'enseignement ne le satisfait pas et il démissionne et se consacre exclusivement à son métier d'architecte. À cette époque, à Montpellier, ils ne sont que 2 architectes diplômés par le gouvernement. C'est Louis Carlier et lui-même. Louis Carlier est de sa génération, ils ont presque le même âge. En 1899, à 29 ans, donc, Edmond Lénart épouse Pauline Tissier. C'est la fille d'un des plus riches banquiers de Montpellier et il est aussi administrateur de la banque Tissier-Sarus. C'est important car les parents et les amis fortunés de son épouse vont constituer un premier réseau de clientèle. En effet, ces derniers commencent à se lasser des immeubles qu'ils occupent en centre-ville et ils mettent à la disposition du jeune architecte quelques vastes terrains qui vont être à même de faire construire des villas et montrer à tous leur position sociale. Cependant, sa première œuvre signée est un hôtel particulier qui est situé au numéro 10 rue Salles-l'Évêque. C'est un immeuble qui est construit dans le vieux Montpellier, sur 3 niveaux, et on remarquera toujours les baies aux arcs ornementés, des bandeaux d'encadrement, le toit débordant et les longues frises qui assurent une liaison entre les ouvertures
et le débord du toit. Nous allons nous intéresser au style d'Edmond Lénard. L'architecte va utiliser des symboles, des références, et notamment pour l'ornementation de ses constructions. On peut qualifier ce style d'architecture symbolique. C'est le cas avec la villa des Chardons, qui se trouve sur l'avenue de Lodève. C'est une villa qui construit pour son cousin, qui, dit-on, a un caractère bien trempé. Le motif du chardon est ici utilisé comme thème ornemental de cette maison placée sous la devise « Qui s'y frotte s'y pique ». La villa illustre les éléments architecturaux récurrents de l'architecte, la pierre à bossage en apparent, l'échaînage d'angles, les fenêtres plein cintre, de larges frises décorées de motifs de chardon. Cette villa est aujourd'hui la propriété du rectorat. On citera également la villa des petits bateaux, dont la frise comporte des petits bateaux, d'où son nom. Dans le même style, il construit la villa Harmonie. Elle est également située sur l'avenue de Lodève. Cette villa est une commande de la célèbre cantatrice Emma Calvé, qui est connue dans le monde entier. Elle décide de s'installer à Montpellier en 1906 et elle demande à l'architecte de lui construire sa maison. Edmond Lénard réalisera une douzaine de projets dont certains sont de véritables petits opéras. Enfin, 4 ans après les premières esquisses, en 1910, la maison est terminée. On remarquera la corniche et le larmier qui sont décorés de portées musicales extraites de Carmen. La cantatrice n'y fera que de brefs séjours et en 1911, la villa est vendue. Aujourd'hui, elle abrite le consul d'Espagne. Un petit peu plus tard, en 1917, Edmond Lénard va construire l'Institut Buisson-Bertrand, rue École de Médecine. C'est une des œuvres les plus connues de l'architecte. Elle est achevée en 1917 et il adopte pour cette construction un style néo-gothique. C'est un établissement de recherche au voisinage de la cathédrale Saint-Pierre et de la faculté de médecine. Edmond Lénard opte pour un style néo-gothique. Un appareil de pierre lisse et régulier, une symétrie dans le dessin de la façade. Pour la villa Dôme-Marguerite, qui est située au nord de Montpellier, dans le quartier de Pierre-Rouge, et à la demande de Pierre Chevalier, qui est un riche industriel qui travaille à Sète, il est amené à repenser complètement un bâtiment existant. Et là, il jouera sur l'éclectisme. Il s'agit de piocher dans divers styles pour en former un nouveau. Il joue ici sur la polychromie des matériaux. Nous avons le bleu des ardoises, nous avons le blanc des pierres et le rouge des briques. Pas moins de 18 projets ont été nécessaires avant d'obtenir le projet final et la satisfaction du propriétaire. Cette villa se caractérise par une qualité des finitions aussi soignée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au début du XXe siècle, les propriétés viticoles se restructurent. Les propriétés souhaitent retrouver un certain niveau de confort dans leurs habitations. Et ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent aux architectes de Montpellier, Edmond Lénard en première ligne. Le domaine de Fontfroide, sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, illustre cette tendance. 3 cousins d'Edmond Lénard héritent de la propriété de Fontfroide, qui est constituée de 3 parties. Fontfroide-le-Bas, les Fontanelles et Pied-Marche. Pour eux, il va restructurer totalement chaque bâtiment et celui que nous connaissons sans doute le plus est le domaine de Pied-Marche qui domine la route de Ganges lorsque l'on sort de Montpellier. De 1920 à 1930, Edmond Lénard construit de nombreuses caves coopératives viticoles.
Elles répondent à un vaste mouvement coopératif qui regroupe les petits viticulteurs. Il construit celles de Moguiot, Frontignan, Mèze, Perret, Nébian, Cruzy, Paulan, Serras et dans le Gard, Sommières et Quissac. Il introduit une nouvelle typologie de ces caves. Il les restructure totalement grâce à un plan en fer à cheval, les cuves en béton entourant un vaste espace central. Les caves de l'architecte sont reconnaissables par des fenêtres hautes, en plein cintre, des frises horizontales et continues, avec les noms et les datations, qui soulignent le choix d'une solidarité fondatrice du projet coopératif. Dans le même temps, Edmond Lénard va s'imposer comme l'un des architectes les plus connus dans la production hospitalière. En 1902, le professeur Forgues s'adresse à Edmond Lénard pour lui demander de construire une clinique, une chapelle et son domicile personnel. Le site se trouve sur l'avenue de Lodève, au cœur d'une pinède. Et cette clinique, c'est la clinique des Violettes. Nous avons un bâtiment avec des pierres à bossage apparentes, un large toit débordant, des frises sur lesquelles sont gravées des inscriptions en arabe et en chinois pour rendre hommage aux médecines ancestrales de ces pays. Les décors de la chapelle étaient réalisés par Raoul Dufy, mais ils ont malheureusement disparu. Dans sa production hospitalière, il est amené à agrandir les cliniques de la Mutualité française sur l'avenue Clémenceau et il remporte le concours pour la clinique mutualiste Beau Soleil sur l'avenue de Lodève. Mais Edmond Lénard ne construit pas uniquement pour les familles riches. De part et d'autre de la rue Yvan, qui est une petite rue en pente perpendiculaire à l'avenue de Lodève, il achète un terrain et c'est là qu'il décide de construire un ensemble d'habitations à bon marché. Pour rendre plus efficace cette œuvre sociale, il fonde, avec des parents et des amis, la Société anonyme de construction ouvrière et de crédit qu'il appelle un foyer par l'épargne. Cette société anonyme a pour but de procurer l'acquisition d'habitations salubres et à bon marché à des personnes qui ne sont propriétaires d'aucune maison, soit de mettre en location des habitations, soit d'améliorer les habitations déjà existantes. Il a construit également cet immeuble qui se trouve sur le boulevard Renouvier, toujours avec le même soin, la même exigence d'une construction de qualité et un souci des détails. Tout est parfaitement soigné dans l'architecture d'Edmond Lénard. Ici, nous avons une frise sous le toit qui comprend des iris. Nous allons voir comment Edmond Lénard développe son esprit d'entreprise. En 1907, il envisage de construire un hôtel sur la commune de Vallerogue, près du Montégoal. Il est vrai qu'à cette époque, l'automobile facilite les déplacements et la montagne devient à la mode. Pour parvenir à ces fins, il fonde une société anonyme de 50 actionnaires qui est composée parmi ses parents et ses amis. L'hôtel comprend 47 chambres et elle est équipée de l'électricité et de l'eau courante. Elle peut accueillir 80 personnes. Le bâtiment est construit en pierre locale et il est recouvert d'ardoises posées en diagonale. L'hôtel a fonctionné de 1908 à 1914, mais il est aujourd'hui détruit. À la même époque, la Caisse d'épargne du Vigan lui demande de construire un bain-douche. Pour ce bâtiment, il s'inspire de l'architecture mauresque que l'on voit s'exprimer ici par un arc outrepassé. En 1920, Edmond Lénard a la fonction d'architecte des bâtiments civils et il obtient la direction des travaux et l'extension de l'École nationale d'agriculture qui est située à proximité du quartier des Arceaux à Montpellier. Il construit la conciergerie, les bâtiments administratifs, les laboratoires d'études et il réalise des fermes types. Et il finit par la réalisation d'un dortoir
pour lequel il utilise le béton à des fins décoratives. Nous sommes en 1923. Edmond Lénart est nommé architecte régional de l'administration des PTT à Montpellier. Son rôle est d'assurer l'entretien des bâtiments existants, la construction de nouveaux bâtiments, et il intervient en tout sur une 60aine de bâtiments. Ici, nous avons retenu la poste de Rodez. Pour cette poste, il prévoit une construction en béton avec un revêtement de 20 cm de grès rouge. Il prévoit de décorer la façade d'une enseigne de marbre blanc gravé « Télégraphe, poste, téléphone ». Marc Robert, sculpteur natif de Rodez, en réalise la maquette. Malheureusement, il décède. Et c'est seulement en 1943 que Paul Guéry, qui est un sculpteur montpelliérain, Grand Prix de Rome, reproduira la maquette in situ. On remarquera également les ferronneries, toujours très soignées et de grande qualité. Sur la poste de Montpellier, qui se trouve en centre-ville, il ne réalisera que le dernier étage et il travaillera sur la réorganisation de l'intérieur de la poste. Alors maintenant, comment identifier un immeuble d'Edmond Lénart ? Nous allons commencer par la toiture. Nous voyons toujours une toiture à l'arche des bords. L'architecte prend soin de faire déborder la charpente, ce qui protège la façade évidemment. Les matériaux de construction, nous retrouvons toujours la pierre majoritairement employée sous forme de moellons ou des appareillages de pierre, des chaînages d'angles. Les ouvertures, comme nous l'avons vu, sont souvent plein cintre ou géminées. Souvent, des pierres taillées aux formes arrondies encadrent les portes. Les décors sont toujours très présents dans l'architecture d'Edmond Lénart. On trouve des motifs végétaux, on trouve des notes de musique, des décors liés au site. Parfois, l'inspiration est plus classique. Les ferronneries, toujours très importantes, qui sont conçues dans une conception globale du bâtiment. Il travaille avec des artisans qui sont des artistes qui possèdent leur art à merveille. Et il travaille souvent avec des personnes avec qui il a une grande confiance. Edmond Lénart a toujours montré une grande exigence dans la qualité de la réalisation de ses bâtiments. Et il apportera autant de soins aux villas des ouvriers qu'aux villas qu'il construit pour des personnes plus aisées. En 1925, Edmond Lénart fait la rencontre de Patrick Guedes. Alors, qui est Patrick Guedes ? C'est un Écossais et c'est un homme omniscient. Il sait tout, connaît tout, s'intéresse à tout. La biologie, les arts, les lettres, l'histoire et surtout l'architecture et l'urbanisme. C'est un théoricien des plus modernes et c'est aussi un urbaniste. C'est lui qui a conçu le plan d'urbanisme de Tel Aviv. Il a beaucoup voyagé. En 1925, donc, il est à Montpellier et il fait construire le Collège des Écossais. Il choisit une colline qui surplombe la ville. C'est un terrain qui est mitoyen à l'école d'architecture construite aujourd'hui. Il trouvait que cet endroit était idéal pour comprendre la géographie du territoire. Et il en confie la réalisation à Edmond Lénart. Pour construire ce bâtiment, Edmond Lénart choisit un style médiéval néo-roman. Il est remarquable par sa tour qui rappelle la tour que Guedes avait fait construire à Édimbourg et qu'il avait appelée la Outlook Tower. C'est un observatoire et dans ce bâtiment, il va former une sorte de centre universitaire international. Les gens viendront de tous les pays suivre l'enseignement de Guedes. Guedes, à lui tout seul, mériterait une exposition et des ouvrages d'ailleurs existent sur le personnage.
Edmond Lesnart s'intéresse également à l'urbanisme. Au moment où la loi Cornudet est votée, c'est une loi qui impose à toutes les villes de plus de 10 000 habitants à se doter d'un plan d'extension, d'assainissement et d'embellissement. À l'époque, c'est Louis Peset qui est le maire de Montpellier. Il forme une commission dont les principaux architectes seront chargés d'étudier des quartiers, et c'est Edmond Lesnart qui est le rapporteur de cette commission. Il confie également donc l'étude approfondie des quartiers aux architectes, et Edmond Lesnart va devoir s'occuper du quartier de Figuerolles et de celui de la Maternité. Et donc la contribution d'Edmond Lesnart est très importante au sein de cette commission. Le plan est achevé, ensuite la guerre mettra un frein au déroulement de ce plan d'urbanisme, mais lorsqu'il est repris, on va suivre presque à la lettre les plans qui ont été conçus par Edmond Lesnart. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre intérêt et vous souhaite une agréable promenade architecturale à la découverte des réalisations d'Edmond Lesnart. Mais avant de vous quitter, je souhaite adresser, au nom du CAUE de l'Hérault, des remerciements chaleureux à l'ensemble des membres des associations, des amis d'Edmond Lesnart, à son président Laurent Dufoy, à Alain Jansac, Simone Coquille, Fabrice Bertrand, ainsi qu'aux institutions qui ont permis à cette exposition de voir le jour et au CAUE de contribuer encore et toujours à diffuser la culture architecturale. Merci et au revoir.